Donc moi je m'appelle Lionel Viennois, j'interviens auprès du syndicat en tant que consultant sur des histoires de protection sociale des médecins, de la retraite du médecin. Donc je suis dirigeant de cabinet de conseil spécialisé dans le monde médical et on intervient, on a deux casquettes, on intervient sur la partie courtage en assurance auprès des médecins, assurance de personnes, prévoyance, retraite, etc., RC. Et on intervient énormément en matière de calcul de retraite, de montage de société, de pacte d'associés, de CELAR, BNC, etc. Enfin, l'idée, c'est vraiment d'être conseil sur ces sujets parce que c'est une problématique récurrente. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent rien, on entend un peu tout et son contraire dans le monde médical. Donc l'idée de mes interventions, c'est de resituer un peu les choses et puis de faire en sorte que vous ne tombiez pas dans les pièges récurrents, voilà, quand on est installé en libéral. Ça va, c'est avec le micro, ouais, ça fait bizarre comme on n'est que 10. Alors, je vais aborder plusieurs sujets. On m'a demandé d'intervenir sur 2-3 points importants. Ce que je vous propose, c'est revenir sur les fondamentaux BNC ou CELAR. Beaucoup se posent la question de dire est-ce que je reste en BNC tout au long de ma vie professionnelle? Est-ce que je passe un CELAR? Est-ce que quand je m'installe, il vaut mieux créer ma CELAR tout de suite ou mieux le faire après? Est-ce que je vends ma patientèle à moi-même ou est-ce que je la porte? Enfin, il y a différents enjeux par rapport à ça. Et puis, qu'est-ce que je fais de ma CELAR une fois que j'arrive à la retraite? C'est bien beau tout ça. Si j'ai pas sorti l'argent, j'ai une cagnotte dans ma CELAR, mais qu'est-ce qu'on en fait et comment ça se passe à la fin? Voilà. Je sais pas, vous êtes tous en... Il y en a qui sont en BNC classique, d'autres en SEL. Il y a un peu de tout. D'accord. Donc je vais vous parler de ce sujet. Après, je vous parlerai de la retraite. Il y a beaucoup de questions sur comment améliorer sa retraite. Il faut savoir que les médecins sont pour la plupart assez malheureux en fin de carrière, parce que la chute de revenus, elle est considérable. Et cette chute de revenus, il faut l'appréhender. Donc souvent dans les webinaires, on en parle. Mais il y a beaucoup de médecins qui continuent à travailler en fin de carrière, non pas par plaisir, mais parce que des divorces, des mauvais investissements, enfin il y a 1001 raisons qui font qu'en fin de carrière, finalement, on n'est pas le patrimoine qu'il faut pour maintenir un niveau de train de vie. Et dans 7 cas sur 10, c'est ce qu'on constate sur un panel de plus de 7000 médecins libéraux qu'on gère. C'est assez récurrent. Donc le conseil, c'est vraiment l'anticipation, les choses simples, ne pas courir après les économies d'impôts et les investissements exotiques, parce que ça, il y en a plus d'un qui va vous en parler. Donc voilà, revenir sur ces fondamentaux. La problématique du cumul emploi-retraite aussi, quand on est médecin et qu'on prend sa retraite, est-ce que ça veut dire vraiment arrêter de travailler? Est-ce qu'on a le droit de continuer? Est-ce qu'il y a des choses à savoir autour de ça? Et puis après, vous m'arrêtez s'il y a des questions, d'accord? Puis on m'a demandé aussi de parler de la protection du conjoint. C'est important, on n'est pas forcément marié à un médecin spécialiste, donc il peut y avoir des écarts de revenus importants dans le couple. Et la question, c'est de dire, le jour où le médecin disparaît, c'est souvent la personne qui a le plus de revenus dans le couple, c'est qu'est-ce qui se passe pour le conjoint? Quelles sont les règles du jeu en matière de réversion quand on est marié ou pacsé? Ok? On attaque. Alors, les modes d'exercice quand on est médecin libéral, donc celui que vous connaissez habituellement, c'est le BNC, d'accord? C'est le statut fiscal et social du travailleur indépendant, du travailleur non salarié. C'est assez simple celui-ci. Il y a un inconvénient majeur, c'est la taxation à l'aveugle de la totalité du bénéfice. En gros, on se fiche de savoir quel revenu vous prenez, quel versement vous prenez entre votre compte pro et votre compte personnel. En fin d'année, enfin plutôt au mois d'avril de chaque année, l'expert comptable, une fois que vous lui avez donné tous les papiers, eh bien, il sort votre 2035, votre bilan comptable, et on vient taxer le résultat que vous sortez, donc on fait les plus et les moins, et ce résultat, ça conditionne votre fiscal et votre social. Donc c'est un peu dommage quelque part, parce qu'on se dit, si je sors un BNC de 200 000 €, alors je vis avec 120 000, je suis taxé quand même sur 200 000. Je paye mes charges sociales, URSSAF, CARMF, et je paye mes impôts sur une tranche d'impôt à 41 ou 45%. Donc ça, c'est le statut classique.
On a un courant d'experts comptables qui dit « ça c'est bien, alors oui c'est cher, c'est chiant, on subit, mais par contre une fois qu'on est passé par la case impôt, charges sociales, au moins l'argent c'est le nôtre et après on en fait ce qu'on veut ». Donc il a le mérite de la simplicité, ce statut-là. Ça va? Donc revenu imposable, on fait une 2035. Le schéma classique, vous voyez, c'est très simple. J'ai des recettes, donc ça c'est les plus. J'ai des dépenses liées à mon activité. J'ai des amortissements, leasing, ordinateur, etc. Et plus et moins, à la fin il me reste mon BNC. Et moi je trouve que c'est un peu dommage ce système, parce qu'on maîtrise absolument rien. Et quelque part on découvre son revenu au mois d'avril de l'année suivante. Donc chaque année, on découvre combien on a gagné au mois d'avril de l'année suivante, quelque part. Sauf si on est rigoureux et qu'on sait, ou qu'on fait une situation au mois de décembre pour justement optimiser un peu sa fiscalité. Depuis 90, les médecins ont la possibilité d'exercer en SEL, en société d'exercice libéral. Donc c'est quelque part comme une société commerciale, comme un artisan, un commerçant, on appelle ça SARL. Dans le monde médical, comme l'objet est civil, on parle d'une société d'exercice libéral. Alors, cette société, elle a un aspect particulier, c'est qu'on va arrêter de taxer aveuglément le résultat du médecin, on va fonctionner de la manière suivante. Donc on a les recettes qui vont arriver sur le compte de la société d'exercice libéral, ok. On a toujours des dépenses liées à l'activité, les loyers, les salariés, des amortissements, les assurances, donc tout ça, ça passe en frais, et la rémunération du médecin. Donc le médecin, en société d'exercice libéral, va prendre, ça s'appelle pas comme ça, un salaire, une rémunération de gérance, et cette rémunération, elle rentre dans les dépenses de la société, ok. Elle a un intérêt, cette forme juridique, c'est qu'on va pouvoir maîtriser ce sur quoi on va payer de l'impôt et ce sur quoi on va payer des charges sociales. Donc le médecin qui gagnait, je dis n'importe quoi, 200 000 € de BNC chaque année, s'il a besoin de 120 000 pour fonctionner, il va prendre ses 10 000 € par mois et il va payer de l'impôt sur le revenu et des charges sociales, non plus sur 200 000, mais sur 120. D'accord? Donc ça permet de laisser dans la société, finalement, l'argent dont on n'a pas besoin. Et cet argent dont on n'a pas besoin, on va découvrir un nouvel impôt, c'est l'impôt société. Parce que la société, elle va payer son impôt, son propre impôt. Et cet impôt société, eh bien, il est beaucoup moins cher que l'impôt sur le revenu qu'on peut connaître et dans lequel on va monter dans des tranches d'impôt rapidement à 41 ou 45%. Est-ce que tout le monde me suit? Ça va? J'essaye d'être pédagogue, du moins pour ceux qui ne sont pas encore en SEL. Donc l'idée c'est d'être maître de sa rémunération. Ok? On continue. La forme juridique SEL, Société d'exercice libéral, elle permet donc de se rémunérer en rémunération, ok, de payer des charges et des impôts là-dessus, et elle permet aussi de se payer sous forme de dividendes. C'est que l'argent qu'on n'a pas pris et qui est resté dans la société, une fois qu'on a payé l'impôt société, on peut procéder à une distribution de dividendes. Et cette distribution de dividendes, vous pouvez le faire à n'importe quel moment de l'année. Moi je dis souvent, ce résultat que vous n'avez pas pris, vous l'avez mis au frigo, voilà, vous le stockez. Chaque année d'un bilan sur un autre bilan et ainsi de suite, ce stock de réserve que vous n'avez pas pris grossit. D'accord? Il est tracé, il y a une traçabilité de ce résultat que vous n'avez pas pris. Et ensuite, à partir du moment où vous avez du résultat, eh bien vous pouvez faire un PV d'AG à n'importe quel moment de l'année pour distribuer des dividendes. C'est ce qu'on appelle des revenus de capitaux mobiliers. Et ces dividendes, ils ont une taxation particulière. On appelle ça la flat tax, on paye 30% là-dessus et on peut les récupérer à titre personnel. Je vais pousser le raisonnement, je suis désolé pour ceux qui sont déjà en CELAR, vous connaissez déjà ce principe-là, mais c'est important pour faire de la pédagogie. Les questions que les médecins se posent en libéral, c'est de dire, bon, j'ai commencé en BNC, j'en ai marre de payer de l'impôt, j'en ai marre de payer des charges sociales, j'ai vu que j'avais certains copains qui étaient passés en SEL, ça n'est pas une solution miracle, la CELAR. Donc, il y a plusieurs corps. Il y a le médecin qui consomme tout son BNC, je sors 200 000 par an ou 150 000, et je vis avec cette somme-là, au taquet. Passer en CELAR, ça ne sert à rien. Il n'y a absolument aucun intérêt à passer en CELAR,
quand on dépense tout son BNC. Le passage en CELARL, ça c'est une règle d'or, on ne le fait que quand on a des marges de manœuvre, qu'on dit je sors de 100 000, mais je vis avec 140, 150, j'en ai sous la pédale. Ça c'est très important, parce que la CELARL, elle va coûter plus cher, vous allez avoir des frais d'avocat, vous allez avoir une compta qui va augmenter, et vous allez avoir finalement une complexité, ça va être un peu plus lourd, pas beaucoup, mais un peu plus lourd, pour rien. D'accord? Donc ça c'est super important. Une fois qu'on a constaté qu'on avait un peu de marge de manœuvre, on peut passer en CELARL, on peut se poser la question. Et donc on a deux manières. Soit on apporte sa patientèle, donc on ne parle pas de clients dans le médical, on parle de patients, mais ces patients, ils ont une valeur. On considère qu'il y a quelque part un fonds de commerce. Et cette patientèle, on peut l'apporter à la société d'exercice libéral, c'est une écriture comptable, on la valorise et on l'amène dans la société. Voilà. Et le médecin, il continue sa route, sauf qu'il n'est plus médecin libéral BNC, il est gérant majoritaire d'une ESEL. Ok ? Deuxième manière de faire, c'est de racheter sa patientèle. Donc ça, il y a beaucoup de médecins qui étaient un peu courts en trésorerie, un peu endettés, et à qui ça a rendu service. Ça peut arriver, hein, des événements de la vie, des divorces et autres. Et donc on peut très bien créer une société, faire un crédit chez le banquier et racheter à soi-même sa patientèle. Donc là, on va encaisser en une seule fois une somme d'argent qui correspond à, allez, on va dire, à une année de BNC. On va payer un impôt sur la plus-value quand on se rachète sa patientèle. Donc j'achète ma patientèle 200 000 ou 300 000, je vais payer 30% là-dessus, et ensuite ma CELARL va rembourser le prêt, et moi, en tant qu'individu, je vais encaisser mes 200 ou mes 300 000 euros, moins la plus-value, moins les 30%. Vous me suivez jusque-là? Ouais. Il ne faut pas se leurrer. C'est quoi l'avantage? En gros, je vais me mettre sur la bonne slide. L'idée, c'est d'aller chercher une fiscalité sur la plus-value à 30%. C'est quand on revend une patientèle, on paye 30%, pour faire simple, alors que quand vous prenez du revenu du travail, le BNC, on paye 41 ou 45% de tranche marginale, donc on y va progressivement, et on paye globalement 35% de charges sociales. Donc en gros, quelle que soit la spécialité aujourd'hui en France, quand vous gagnez 1000 euros, il vous reste 300 ou 350 selon les cas. Donc c'est lourd. Le revenu du travail, ça fait mal, il y a une déperdition qui est catastrophique. Le fait de passer en CELARL, ça permet d'encaisser une grosse somme et d'être taxé uniquement à 30%. Donc là, il y a un intérêt dans la revente à soi-même. Ok? Je continue? C'est dur après manger, je suis désolé. Donc on continue. L'apport patientèle, je vous en ai parlé. Alors la question, c'est quand passer en CELARL? Un jeune médecin qui va démarrer, je pense que vous êtes tous installés là, mais un jeune médecin qui démarre, il n'a pas forcément intérêt à se mettre tout de suite en CELARL. Il vaut mieux démarrer en BNC, classiquement, commencer à prendre ses marques, donner une valorisation à sa patientèle, donc c'est avoir 2, 3, 4 années devant lui, 2, 3 ans ça suffit, et ensuite faire la bascule en SEL pour avoir une valeur à revendre. Donc ça c'est plutôt intéressant. Le fait de se mettre tout de suite en SEL, bah, on s'enlève finalement cette possibilité de se revendre à soi-même 3-4 ans plus tard. D'accord? Alors pour moi, l'idée, voilà, c'est que plus vous avez un écart de train de vie, en gros, le passage en SEL, il est intéressant pour les médecins qui ont envie de maîtriser leur fiscalité et le niveau de charge sociale. Il est intéressant aussi, ça c'est important de le savoir, c'est quand vous êtes dans des cabinets avec plusieurs cardiologues, il peut y avoir un associé en BNC, un associé en CELARL unipersonnel, un associé aussi en CELARL. Vous n'êtes pas obligé de tous être en société d'exercice libéral. D'accord? C'est vraiment propre à chacun. Donc, le meilleur des systèmes, parce que la plupart des médecins, souvent, ils s'engueulent. Moi, ça fait 25 ans que je fais ça. La plupart du temps, les associations, à des moments, il y a des frustrations, il y a des aigreurs, il y a des trucs, il y en a un qui bosse plus que l'autre, il y en a un qui gagne plus que... Enfin, c'est toujours les mêmes sujets. Je fais exprès de le dire, mais c'est récurrent. Donc, à un moment donné, il y a des frustrations chez les uns, chez les autres. Et ce système de SCM au milieu, où on partage des frais, et où chacun fait sa sauce avec son argent, c'est le meilleur système. Parce qu'on garde une liberté dans son activité, dans son chiffre,
et on gère soi-même sa tambouille, quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Alors quand on est en CELAR, là, 2 ou 3 ou 4 ou plus, parfois, eh bien, on est obligé de discuter. On ne vient pas se servir sur le compte pro, il y a des règles du jeu, il y a parfois des assemblées qui sont un peu tendues, il y en a toujours qui ne prennent pas trop la parole et qui sont quand même un peu aigris de certaines choses, et ça peut être compliqué. Donc pour moi, avec le regard que j'ai depuis 25 ans que je fais ça, le meilleur système, c'est vraiment une ESCM, on se met d'accord sur une règle de ventilation des frais, et puis chacun travaille comme il l'entend, et décide de prendre du revenu ou pas, de prendre des dividendes ou pas, mais il fait sa tambouille sur son propre chiffre d'affaires. Voilà. Je vais un peu vite, mais l'idée c'est de vous donner 2-3 pistes. Est-ce que vous avez des questions sur la CELAR? Non, c'est à peu près clair pour tout le monde? Sûr? Allez, eh ben je continue. On m'a demandé de parler de la retraite. Alors, retraite moyenne d'un médecin libéral, 2800 € par mois. Toutes spécialités confondues en France. Donc à 65 ans, c'est 2800 € par mois. Donc quand on s'est habitué à vivre avec 10, 15, 20 ou 25 000 € par mois, c'est compliqué, la chute, mais vraiment. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les relevés de carrière sont souvent faux. Donc faites attention à bien regarder vos relevés de carrière. Toutes les périodes de salariat en début de carrière, elles génèrent souvent des erreurs. Il y a des problèmes de points, de crédité au niveau de l'IRCANTEC. L'IRCANTEC, quand vous étiez aux hospices civils ou en internat, clinique, etc., il y a beaucoup d'erreurs sur les points crédités, beaucoup d'erreurs sur les salaires de référence, et ça génère quelques euros en moins en fin de carrière. Au niveau de la CARF, on n'a quasiment jamais d'erreur. C'est toujours bien ficelé. Donc, la chute de revenus est forte. 2, il y a des relevés de carrière à vérifier, donc il faut faire attention. Autant le faire pendant que vous êtes jeune. Et 3, vous avez tous un âge optimal de départ en retraite qui est fonction de votre espérance de vie, de votre état de santé et de votre carrière personnelle. Ça, c'est important. Souvent, les médecins ils disent « nous, c'est 65 ans ou c'est 67 ans ». Non, la question, c'est quel est l'âge optimal qui va me procurer un maximum de cumul de rente tout au long de ma vie. Donc quelqu'un qui n'a pas une super espérance de vie, il a plutôt intérêt à pas trop traîner pour prendre sa retraite, quitte à continuer de travailler en même temps. D'accord ? Quelqu'un qui vit très longtemps dans la famille, qui a une bonne génétique, il peut se poser la question d'attendre et de repousser le départ. Donc il faut vraiment raisonner actuariellement sur l'âge optimal de départ en retraite. Alors, vous avez 3 conditions aujourd'hui pour certains, vous en êtes encore loin, pour travailler et toucher la retraite. Donc ça, il faut le savoir, il y a de plus en plus de médecins qui prennent leur retraite et qui continuent de travailler. Les 3 conditions à réunir, c'est avoir l'âge légal. Donc l'âge légal, pour la plupart d'entre vous, ça sera 64 ans. Donc il faut au moins avoir 64 ans avec la réforme des retraites. Avoir le taux plein. Donc avoir le taux plein, c'est avoir tous ses trimestres. Ou bien c'est avoir 67 ans. Il y a 2 manières d'avoir le taux plein en France. C'est soit j'ai 67 ans, soit j'ai tous mes trimestres. Et le nombre de trimestres qu'on vous demande d'avoir, pour tous ceux qui sont nés après 1968, c'est 172. Toujours 8 trimestres de plus pour les femmes. D'accord ? Donc les femmes ont droit à 8 trimestres de majoration pour tous les enfants qui sont nés avant 2010. Voilà. Pour les enfants qui sont nés après 2010, la règle du jeu a changé. Ok ? Donc ça, c'est important. Donc, avoir l'âge légal, avoir le taux plein, et déclencher tous ces régimes de retraite, de base et complémentaires, en France et à l'étranger. Un médecin qui réunit ces 3 conditions, âge légal, le taux plein, déclencher tous les régimes, il peut faire ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il peut prendre sa retraite, peut toucher ses 3-4 000 € par mois selon les cas, et continuer à travailler plein pot en maintenant la même activité libérale qu'il avait avant de partir en retraite. D'accord ? Juste pour les femmes, c'est 8 trimestres au total ou c'est 8 trimestres par enfant? C'est 8 trimestres par enfant. Donc 3 enfants, 24 trimestres, 2 enfants, 16 trimestres. Et toutes les naissances après 2010, il y a 4 trimestres pour la mère et 4 trimestres à répartir entre le père et la mère. Donc ça, c'est important de le savoir pour les plus jeunes papas. C'est qu'il faut faire un courrier à la caisse et il faut le faire dans les 6 mois des 4 ans de l'enfant. C'est quand l'enfant a ses 4 ans, vous avez 6 mois pour vous manifester. Oui. Et pour les enfants avant 2010, on peut pas donner des trimestres au conjoint? Non, on peut pas. C'est 8 automatique pour la maman. En fait, il y a 4...
Voilà, dans certaines situations, il y a, tout à fait. Souvent, ce qu'on voit, c'est que les femmes médecins en libéral, elles ont leur trimestre en fin de carrière. Elles n'ont pas de problème de rachat de trimestre, de dire il m'en manque, parce que dès qu'on a eu 2 enfants puis qu'on ne s'est pas arrêté de travailler finalement, enfin sauf le congé mater classique, bah, à 62, 63 ans, on a tous ces trimestres. Quand je dis déclencher tous ces régimes, c'est important. J'ai une pharmacienne qui a dû restituer 2 années de retraite. Hein. Donc, elle avait fait les vendanges quand elle était jeune, en Champagne, à Reims, et elle a oublié, elle avait été déclarée, elle avait généré un petit trimestre à la MSA, régime agricole, et son expert comptable lui a dit, écoute, on s'en fout, de toute façon, tu as un trimestre à la MSA, peu importe. Sauf que la règle du jeu, elle est très claire, c'est que pour faire du cumul emploi-retraite libéralisé, il faut déclencher tous ces régimes de retraite. Donc il faut faire gaffe de ne pas oublier un petit régime par-ci par-là. Si on a travaillé à la poste ou dans une mairie, ou si on a travaillé, là en l'occurrence chez un vigneron, il faut bien y penser. Il y a de plus en plus de contrôle au social sur ces sujets-là. L'assurance de l'expert comptable a remboursé. L'assurance de l'expert comptable a remboursé, effectivement. Il faisait la gueule, mais ça a remboursé. Est-ce qu'il a remboursé? Ah oui, bien sûr. Ah, c'était des défauts de conseil. D'accord. Voilà. Mais ça n'arrive pas toujours. Complètement. La réforme des retraites, donc ça c'est le cas du médecin qui répond aux 3 conditions à la retraite. Donc on en voit, il y a des médecins qui disent bah, moi ma retraite elle n'est pas suffisante, je vais déclencher, parce que plus vous attendez pour prendre la retraite, plus elle augmente, et elle augmente souvent d'environ 250 € par mois. Entre 62 et 67 ans, chaque année supplémentaire, c'est environ 3 000 € par an avant impôt de supplément de retraite. Toute la question, c'est de dire, est-ce qu'il vaut mieux prendre tout de suite un peu moins, mais plus longtemps, parce que j'encaisse tout de suite les sous, ou est-ce que j'attends, je me prive d'une retraite que les caisses me doivent, donc les caisses, elles ne me donnent pas, il n'y a jamais de rétroactivité, parce que je vais aller chercher 250 ou 500 € de plus dans 2 ans. Donc c'est ça le principe de la retraite. Donc il faut vraiment raisonner, quelqu'un qui a du patrimoine, qui a les sous de côté, peut-être qu'il s'en fout d'aller jusqu'à 67, il va dire non, moi je la déclenche dès 64 ans, et je continue à travailler, parce que ça m'intéresse de travailler, et quelque part, le fait de prendre la retraite, bah, ça vous donne peut-être 2 jours de moins de boulot dans la semaine, en disant bah, les 40 000 € de retraite que je prends chaque année, en déclenchant, ça va me permettre de lever le pied et d'avoir 1 journée et demie. Donc la question, c'est de transcrire ce montant de retraite que les caisses vous donnent en BNC. C'est combien de jours de travail dois-je enlever de mon activité pour retrouver ces 40 000 que les caisses me donnent. Vous voyez ce que je veux dire? Alors il n'y a aucun plafond. C'est que là, le médecin qui répond à ces 3 conditions, il fait ce qu'il veut. Il peut continuer à gagner le même BNC qu'avant. Le plafond, il existe pour le médecin qui ne répond pas à ces 3 conditions cumulativement. Là, il ne doit pas gagner plus de 46 000 € par an en BNC. Il y a un plafond annuel sécurité sociale. Donc autant dire que le médecin qui ne répond pas aux 3 conditions, en libéral, c'est chaud, quoi. Il faut vraiment qu'il fasse un petit remplat par-ci, par-là, par la suite. Il y a eu des nouvelles règles du jeu, c'est que maintenant, désertification médicale, etc., le médecin qui continue de travailler à partir de la retraite, s'il gagne moins de 80 000 € par an en BNC, ne paye pas de cotisation vieillesse. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le cumul emploi-retraite, il est autorisé, parce que l'intérêt des caisses de retraite, c'est donc d'encaisser des charges sociales sur le BNC du médecin qui est parti à la retraite, et de rien vous redonner. C'est un gain pour la caisse de retraite, elle encaisse des cotisations sociales, mais vous ne régénérez pas des droits supplémentaires. Donc ça, c'est l'intérêt des caisses. Là maintenant, ils ont un petit peu réformé les choses, ils ont dit, le médecin qui continue de bosser, il va régénérer des droits sur le régime de base. C'est que dalle, hein, c'est pas grand-chose, c'est au maximum 2 300 € de plus de retraite par an, si vous bossez au moins 3-4 ans de plus à partir de la retraite. Donc le gain de pension retraite supplémentaire à retravailler après avoir pris sa retraite, c'est pas super. Un petit focus sur les histoires de réversion. Donc quand on est pacsé, il n'y a rien, il n'y a pas de droit de réversion. Quand on est marié, on génère des droits de réversion au profit du conjoint. Donc la règle du jeu, c'est 54% du régime de base au profit du conjoint survivant. Ok ? Donc le couple de médecins ou pas, peu importe. Donc, dès qu'on est marié, le survivant a droit à 54% des régimes de base du défunt. Donc les régimes de base d'un médecin, c'est Sécu,
régime salarié au début, et ensuite CARF de base. Et puis la deuxième règle du jeu, c'est que ces 54%, on va venir vérifier si le conjoint gagne plus de 23 000 € par an. Donc la veuve ou le veuf qui a plus de 23 000 € par an, ça lui fait squeezer, on lui enlève la réversion des régimes de base du défunt. Et dans ces 23 000, on tient compte des revenus, fonciers, retraite, etc. Mais on tient compte du patrimoine. Donc je vous donne un exemple. Si vous avez 100 000 €, enfin la veuve par exemple, ou le veuf qui a 100 000 € sur un contrat d'assurance vie, on va appliquer 3% de 100 000 et on considère qu'il y a 3 000 € de revenus pour intégrer les 23 000. Vous avez un appartement de famille, j'en sais rien, à Megève, à Chamonix, qui vaut 400 000 €, ben on va appliquer 3% de 400 000, ça fait 12 000 €, alors même que vous ne louez pas l'appartement, c'est juste un appartement de famille. Donc il y a beaucoup de veuves ou de veufs qui n'ont pas la réversion des régimes de base à cause de ça. Et puis ensuite, on a droit à 60% des complémentaires. Donc les complémentaires, c'est l'ASV, les CARF complémentaires, et l'IRCANTEC. Et puis ARCO-AGIRC aussi pour ceux qui ont été salariés. Et les 60% des complémentaires, c'est soumis à une condition de non-remariage. Donc il ne faut pas se remarier. Donc en gros, il faut être marié une fois. Quand il y a décès, on se repaxe, on refait sa vie en concubinage, mais on ne se remarie pas, parce que si on se remarie, ça fait sauter la réversion à laquelle on avait droit. Ça va? Je vais casser l'ambiance. Non. Non, mais dans le monde médical, il y a beaucoup de divorces et ça les rend fous les gens parce qu'ils se disent ça m'a coûté une douille déjà de divorcer, j'ai vendu la maison, les chaussettes, les baskets, les trucs, je redémarre à 50 ans, j'essaye de me refaire et en plus mon ex-femme ou mon ex-mari a droit à la réversion, donc ces gens ça les rend dingues. Donc ce sont des règles du jeu un peu archaïques, un peu rétro, qui n'ont pas été vraiment réformées, ces histoires de réversion. Ça va? Un petit faux... Ouais. Le seuil d'exonération des 80 000, là, oui. Il est pérenne ou c'est... Non, c'était temporaire. Voilà, c'était vraiment temporaire. Le principe, il est simple, c'est je retravaille. Si je sors un BNC, je paye des charges sociales sur mon BNC à fond perdu. Il y a juste l'invalidité d'essai où on a une exonération parce qu'il n'y aurait pas de prestation par rapport à ça. Ça veut dire que c'était valable en 2022 ? C'était valable en 2023, mais plus maintenant, plus en 2024. Ouais. Un petit focus sur les assurances. Il y a des taux d'augmentation sur les contrats d'assurance, il y a un peu de la folie en ce moment, prévoyance notamment, santé, prévoyance, donc des engagements des régimes. Donc faites attention à bien rechecker, bien renégocier vos garanties d'assurance, notamment en prévoyance, parce que les cotisations ont tendance à s'envoler, les médecins ont souvent tendance à ne pas réactualiser les choses. Si vous avez des rentes éducation dans vos contrats alors que les enfants ils sont déjà majeurs, ils ont fini les études, c'est dommage. Et c'est pas l'assureur qui va vous dire qu'il faut enlever la rente éducation. Plus on vieillit, plus ça coûte, notamment le capital décès. Et il pèse lourd dans des contrats de prévoyance en avançant dans l'âge. Donc il faut bien revoir un peu ces choses-là. Et on a des rapports de prix qui varient quand même de 1 à 3 sur le marché, à garantie équivalente. Donc la tendance naturelle des médicaux, c'est que comme ils se font des marchés à l'internat par les mêmes organismes tout le temps, toute leur vie reste entre 2 ou 3 organismes, Médical de France, MACSF, Groupe Pasteur, etc. Bon, voilà, peu importe, mais pensez à ouvrir un peu les horizons, parce qu'il y a globalement une dizaine de fournisseurs aujourd'hui dédiés au monde médical, et qui ne s'appellent pas forcément Médical Trucmuche, voilà, et c'est pas forcément des gens qui démarchent les internes ou qui sponsorisent les soirées médecine. Donc voilà, pensez aussi à bien challenger les compagnies d'assurance. Est-ce que ça vous paraît clair ce sujet? Il y a un sujet Madelin PER aussi, je fais un petit focus. Jusqu'à présent, le système Madelin existait, donc la Madelin c'est quoi? C'est globalement le meilleur moyen de défiscaliser pour un médecin libéral. C'est sans faire de conneries, raisonnablement, en fin d'année, je fais un virement sur mon compte retraite Madelin, et ce virement, il vient totalement en déductibilité de mon BNC, d'accord? Donc ça, c'est génial, puisque vous jouez tout de suite sur une tranche d'impôt à 41 ou 45%. Quand vous mettez 10 000 € dans un Madelin, vous économisez 4 100 € d'impôt ou 4 500 € d'impôt. Alors, c'est pas non plus la solution miracle, c'est que quand on récupérera les sous, on est fiscalisé. Mais
Vous avez vu la chute de revenus qu'on avait, c'est qu'on paye moins d'impôts à la sortie qu'en activité professionnelle. Donc il y a quand même un intérêt. Macron, il a transformé tous ces contrats. Maintenant, vous avez dû entendre parler des PER, des plans d'épargne retraite. Donc la nouveauté, c'est qu'on peut sortir en capital maintenant et non plus forcément en rente viagère sur les contrats de retraite. Donc la rente viagère, elle est intéressante pour les médecins qui sont dépensiers un peu bordéliques. En gros, c'est pas péjoratif ce que je dis, c'est qu'il y a des gens, le rapport à l'argent il est compliqué. Donc même si on fait des métiers où on gagne sa vie, il y a des gens, ils n'ont pas forcément eu... Enfin, ils ont un rapport à l'argent où vous leur donnez des sous, ils vont vite les dépenser. Et donc ça fait peur. C'est quand vous arrivez à la retraite, comme on ne sait pas à quel âge on meurt, bah, vous vous dites j'ai une grosse somme d'argent sur un compte, combien de temps elle va me faire? Voilà. Et croyez-moi, il y a beaucoup de gens qui sont en difficulté par rapport à ça. Vous allez me prendre pour un fou, mais c'est la vérité. Et donc la rente viagère, elle a cet intérêt-là, c'est de dire ok, c'est peut-être moins tout de suite, mais je suis sûr de le toucher tous les mois et toute ma vie. Ça veut dire si je le dépense mal un mois, le mois d'après ça continue et ainsi de suite. Donc c'est pas forcément pourri la rente viagère. Elle peut avoir deux intérêts, pour les gens qui ont du mal à gérer les sous et pour les personnes qui veulent protéger leur conjoint. Parce que les rentes viagères, elles sont réversibles sur la tête du conjoint, on peut à 100% ou à 60%. Donc si on décède, la rente continue à être payée au conjoint survivant jusqu'à la fin de ses jours. Donc ça peut permettre aussi de compenser un écart de revenus pendant sa vie professionnelle. Le PER, aujourd'hui on peut sortir en capital sur ces contrats. Donc ceux qui ne faisaient pas de Madelin à cause de la rente viagère qu'ils n'aimaient pas, vous pouvez faire du PER maintenant et déduire fiscalement, donc c'est plutôt sympa. Et en fin de carrière, on récupère son argent en capital comme on veut. Donc si j'ai 200 000 euros dans un contrat, je peux dire je veux 20 000 par an pendant 10 ans, ou je veux 200 000 d'un coup, chose qu'il ne faut pas faire, parce qu'on est fiscalisé sur la somme que l'on récupère. Donc l'idée c'est plutôt de lisser l'impôt. Ceux qui avaient des contrats Madelin et qui se posent la question de dire mais est-ce qu'on a le droit d'avoir plusieurs contrats? La réponse c'est oui. On peut très bien cotiser dans un Madelin ancien, ouvrir un PER aussi, et se dire en fin de carrière j'aurai non seulement une rente, plus une sortie en capital. Et puis il y a ceux qui disent non, moi la rente ça ne me satisfaisait pas, de toute façon je le faisais pour défiscaliser, donc vous pourrez ouvrir un PER, transférer votre Madelin sur le PER, et annuler votre Madelin et continuer avec une sortie en capital pure dans un PER. Ça va? Ça vous paraît clair? Les plafonds de défiscalisation sont très importants en Madelin. Moi, c'est un dispositif que je trouve intelligent parce que, on bloque des sous jusqu'à la retraite, donc au moins on n'est pas tenté de les dépenser. Donc ce qui est fait n'est plus à faire. L'argent continue de travailler, c'est quand vous bloquez de l'argent, vous défiscalisez fort, c'est de la déduction fiscale. L'argent capitalise, on n'est pas obligé de prendre du risque sur son placement, même si les assureurs, les banquiers prônent ça, parce qu'ils sont mieux rémunérés quand vous faites de l'action que quand vous faites du fonds en euros. Là, c'est important de le savoir. Un courtier en assurance, il gagne 10 fois plus quand vous faites des unités de compte ou des SICAV ou des fonds communs de placement sur le récurrent, sur l'argent géré, que si vous faites un fonds garanti. Fonds garanti, on gagne beaucoup moins. Donc vous comprenez parfois aussi le discours des gens qui vous disent qu'il vaut mieux faire des unités de compte parce que vous êtes loin de la retraite. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur les PER ou sur les contrats de retraite Madelin? Non, ça vous paraît clair? Les PER, c'est pareil, les sommes sont bloquées jusqu'à la retraite. Oui, les sommes sont bloquées jusqu'à la retraite. On a des cas de déblocage anticipé, mais qui sont plutôt des cas graves de la vie, on va dire. Invalidité, décès du conjoint, faillite personnelle, voilà. Et puis on a l'acquisition de la résidence principale qui est un cas de déblocage anticipé. Ouais. Mais on peut aussi retirer une partie simplement de la somme. Alors, à la retraite, on a deux types de contrats PER. On a le contrat PER, mais il y a même trois choses. J'arrive à la retraite, j'ai des contrats Madelin PER, je ne suis pas obligé de les déclencher. C'est que si vous n'avez pas besoin de l'argent, ça ne sert à rien, au moment de la prise de retraite, de déclencher vos contrats. Vous pouvez le faire 5 ans plus tard, 7 ans plus tard, 10 ans plus tard. L'assureur, ce qu'il vous demande, c'est une notification de retraite. Mais ce n'est pas forcément concomitant. Alors effectivement, il y a deux types de PER. Vous avez les PER où on doit, le jour où vous le déclenchez, vous devez diviser la somme tout de suite sur 5 ans, sur 10 ans, sur 25 ans. Vous devez vous déterminer quelque part sur un saucissonnage, on va dire, du capital que vous avez accumulé.
Ça, c'est notamment les contrats type Generali. C'est j'ai 200 000 euros, je prends mon contrat PER, boum, on va me demander en combien de temps je divise le capital. Et puis vous avez des contrats un peu plus financiers, type Swiss Life, Abeille, même AJP font ça. Donc là, CSF, vous pouvez taper dans votre contrat que quand vous en avez besoin. Donc je pars à la retraite, j'ai mon PER, j'ai besoin de 20 000, je prends 20 000. Après, l'année suivante, j'ai besoin de rien, je prends rien. L'année d'après, je veux 5 000, je prends 5 000. 3 mois plus tard, je veux 10 000. Donc ça, ce sont des contrats plutôt souples, plutôt intéressants, parce que vous les gérez comme un contrat d'assurance vie classique. C'est je viens piocher dans mon bas de laine quand j'en ai envie, et quand je pioche, je suis fiscalisé sur la somme que je récupère. Et ça, c'est vraiment un très bon dispositif, surtout en libéral. Enfin, franchement, normalement, vous avez la capacité de... Pour vous donner un ordre d'idée, il faut s'approcher du 10% de votre BNC. Si vous voulez arriver à quelque chose d'intelligent, compte tenu des impôts personnels que vous payez, il faut tendre vers un 10% de votre BNC. On peut faire beaucoup plus, après ça dépend si on est hyper endetté, qu'on a plein de crédits, mais d'une manière générale, essayez de tendre vers ce 10% du BNC. À mettre tous les ans. Ouais. Deux manières de faire, soit je fais tous les mois parce que je me connais en fin d'année, je ne vais pas avoir envie de mettre une grosse somme, voilà, parce que j'aurais dépensé des sous ailleurs, soit, donc ça c'est je me force à être prélevé tous les mois, puis je peux rajouter éventuellement un complément, soit je fais une fois par an, voilà, pas de prélèvement, je subis rien, je regarde en fin d'année si j'ai des sous, et si j'ai des sous, hop, j'optimise fiscalement. C'est pour ça que c'est pas du tout intéressant de connaître son revenu en avril. Les bons experts comptables, ce sont les experts comptables qui s'occupent de vous au mois de décembre. Encore faut-il leur donner les papiers. Mais c'est vraiment important dans le médical, il n'y a aucun intérêt ouais. Ah, il y en a quelques-uns. Il n'y en a pas 36, mais il y en a quelques-uns. Nous, on essaye de leur dire. La compta d'un médecin, il n'y a rien de plus simple. Vous avez le plus et les moins, c'est toujours pareil. Ça prend 2 heures globalement quand vous avez fourni tous les papiers. Une fois que c'est dans la mécanique, c'est facile. Et souvent, c'est le collaborateur qui fait, c'est pas l'expert comptable. Hein. Donc vous amenez vos papiers, on prend 2 heures, on sort le BNC, la 2035. Mais bon, si c'est juste pour vous dire que la papeterie elle a augmenté de 3% et puis que l'impôt sur le revenu... donc en gros, vraiment, je vous le dis, voyez votre expert comptable en décembre pour pouvoir piloter justement, dire quel va être mon impôt, est-ce que j'ai intérêt à défiscaliser en fin d'année ou pas, et là vous serez actif de votre fiscalité et du social. Ça va? Oui. Vous avez terminé? Non, allez-y, c'est plus sympa comme on est pas nombreux. C'était par rapport aux formes d'exercice. Oui. En fait, je peux appliquer à moi-même tout ce que vous avez dit, parce que j'ai tout vécu. Donc la SCM a été une horreur pour moi. D'accord. Alors que la CELAR ne parle pas du tout. D'accord. Pourquoi la SCM était une horreur? Parce que mes associés sont mis à dire mais moi je ne paye plus la photocopieuse parce que je ne fais pas de photocopie, je ne veux pas payer la machine VO2 parce que je ne fais pas de VO2, alors qu'ils étaient d'accord au départ. Et je me suis continué à payer pour eux. D'accord. Et en dernier, il y en a un qui a arrêté carrément de payer, bon, voilà, que j'allais payer moi à sa place. On n'a aucun recours, on ne peut rien faire. En CELAR, le tribunal du commerce peut s'adapter si quelqu'un ne veut pas payer sa part. Oui, je suis d'accord avec votre remarque, c'est vrai. Et d'autre part, je trouve la CELAR, c'est vraiment quelque chose de solide. Déjà, nous les médecins, on n'est pas des gestionnaires, enfin au départ au moins, et on est vite perdu dans les chiffres, on fait confiance un petit peu à n'importe qui ou à tout le monde. Et dans la CELAR, on ne peut pas. On est obligé d'être beaucoup plus rigoureux, et je pense que si on veut exercer voilà, en toute conforce, ce qui est compliqué en CELAR, pour rebondir par contre sur ce que vous dites, et que j'acquiesce, c'est que quand vous avez un associé dont vous voulez vous séparer et qui a des parts dans une CELAR, il faut se lever tôt le matin. Parce que c'est horrible, c'est à coup d'avocat, il a des parts sociales, donc il a un patrimoine professionnel, et c'est très 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 embêtant. Vous voyez, on l'a prévu dans un règlement intérieur. Oui, mais un règlement intérieur qui n'est pas appliqué, c'est à coup d'avocat, après ça dure devant le tribunal de commerce, vous avez raison, hein. Mais c'est aussi un mariage beaucoup plus fort qu'une SCM où on se dispute effectivement sur les clés de répartition des charges. Et là, vous mettez le doigt sur quelque chose d'important, c'est
est-ce que le médecin libéral est conçu psychologiquement pour être en association? Je me pose la question avec les années. Non, mais je vous le dis. Est-ce que c'est la formation médicale qui est assez individuelle qui fait que... Je pense que c'est l'avenir. Je suis d'accord. Il n'y aura pas d'autre solution. Je suis d'accord. Mais la psychologie du médecin est quand même plutôt individuelle. C'est pas du tout un jugement de valeur. Hein. Et quand vous mettez ces sommes de caractère dans une association, c'est parfois compliqué. Mais effectivement, c'est l'avenir. Donc il y aurait peut-être un changement du point de vue de la psychologie à avoir. Parce que t'as trop de chirurgiens dans ton portefeuille. Non, mais ça, il y a tout. Pour aller dans ce sens, puisque nous on a créé une grosse structure qui fonctionne très bien, vu le nombre d'appels que l'on a de chefs de clinique ou de PH qui veulent quitter l'hôpital pour venir chez nous, c'est extraordinaire, alors que juste à côté, il y a 3 cardiologues qui veulent céder pour 0 francs, pour 0 euros, pardon, on a vieilli, leur cabinet en laissant leur appareil et rien, ils ne veulent pas les prendre. Ils ne veulent pas les prendre. Ouais. Donc c'est peut-être qu'il y a une vraie tendance à vouloir travailler en groupe. Ouais, effectivement. Ah, la nouvelle génération, c'est sûr. Ça, c'est une certitude. Les jeunes, ils n'ont pas envie d'être isolés. Ils veulent, ça leur fait peur aussi l'installation libérale avec tous ces aspects qu'il faut gérer. Donc, des structures qui amènent finalement le cadre, tous ces emmerdes, j'allais dire, tous ces embêtements qu'on peut avoir quand on est son propre patron. Effectivement, oui, c'est l'avenir. Ouais. Mais ça me fait juste rebondir, j'en ai pas parlé. La CELARL, quand on passe en société d'exercice libéral, il faut que vous sachiez qu'en fin de carrière, si vous avez stocké de l'argent dans cette SEL que vous n'avez pas pris, des fois les médecins ils disent « Ah, mais c'est génial la CELARL, je paye moins d'impôts, mais je suis passé de 140 000 euros d'impôts à 80 000. » Non mais on entend ça. Oui, mais il ne faut pas oublier qu'on a transformé de l'impôt sur le revenu en impôt société, d'accord? Et que tant qu'on ne retire pas l'argent, ok, on paye moins d'impôts, mais à un moment donné, vous savez, ils ont bien réfléchi au truc, il faut passer à la caisse. Hein. Soit c'est à la succession, soit c'est quand on distribue les dividendes, enfin, un jour ou l'autre, on passe à la caisse. Donc cet argent qu'on laisse de côté dans une CELARL, le jour où on arrive à la retraite, on n'est pas forcément obligé de tout distribuer, de faire ce qu'on appelle une distribution de dividendes massive pour stocker pour récupérer toutes les réserves. On peut transformer sa société d'exercice libéral en société patrimoniale, en SAS patrimoniale, en société civile patrimoniale. Et à partir de cet argent, sans le sortir, on peut faire des investissements immobiliers, financiers, on peut donner les parts sociales à ses enfants, on peut transmettre du patrimoine en laissant les sous dans une structure. Et d'ailleurs, c'est peut-être même un vrai sujet, c'est que si demain, je ne veux pas faire de discours pas complotiste, mais imaginez demain, il y a une grave crise financière, ça peut arriver, l'endettement de la France, etc. Est-ce qu'il vaut mieux avoir ses sous dans un contrat d'assurance vie sur un fonds en euros, ou est-ce qu'il vaut mieux avoir de l'argent dans sa société? Bah, posez-vous la question. Sur la société, les histoires de... Vous n'avez jamais reçu de courrier de la banque vous disant au-delà de 100 000 euros, vous avez déjà reçu ça de ces courriers. Bon, le système, l'arsenal législatif et réglementaire, il est déjà calé. Donc si demain il y a besoin de venir bloquer des sous sur les comptes, etc., c'est bon. D'un point de vue réglementaire et législatif, ils ont déjà fait les choses. Donc ça peut être intéressant de le comprendre en disant je prépare ma retraite en laissant l'argent, non pas sur mes assurances vie, mais en laissant des sous dans ma société d'exercice libéral. Et croyez-moi, quand si un jour ça ira pas, ils vont pas venir taper sur les comptes des sociétés, ils vont venir taper dans les bas de laine des gens, sur les gens qu'on considère avoir de l'aisance. Voilà, c'est combien tu as de propriétaires d'appartements et combien tu as de sous sur les comptes, ça sera ça. Et la deuxième chose, c'est que cet argent, bah, finalement, vous pouvez vous créer vraiment un capital de départ en retraite intelligent. Donc, si vous êtes à X années de la retraite et vous vous dites, tiens, je me pose la question de passer en société d'exercice libéral, c'est intelligent de procéder ainsi. Ça peut être une bonne solution, de laisser les sous dans la société, de capitaliser. Une CELARL, elle peut faire des comptes à terme, elle peut faire des contrats de capitalisation. Puis maintenant, on a des avocats qui se sont bien mis sur le sujet aussi. Vous faites des SPFPL, des holdings de CELARL qui détiennent des parts de SCI. Et l'argent, bah, il remonte, il redescend pour financer aussi d'autres biens immobiliers sans sortir les sous, sans payer de CARF, d'URSSAF et d'impôt sur le revenu.
Donc on peut aller loin dans le montage. Alors je ne voulais pas vous faire mal à la tête avec ça, mais c'est possible. C'est l'arme unipersonnelle, oui. Ouais. Alors ce qu'on fait souvent dans des organisations, dans des jolis centres de médecins, c'est on a une CELAR d'exploitation où tous les médecins sont associés. Et en fait, chaque médecin est associé par une société d'exercice libéral individuel, SPFPL. Ouais. Comme ça, on fait remonter, et puis finalement, on peut se vendre sa patientèle. Moi, j'ai vu des centres où on peut se revendre 3 fois sa patientèle. C'est que sur une vie professionnelle, vous vous revendez 3 fois votre patientèle. Et ça s'appelle la financiarisation de la médecine. Mais non, mais vous voyez, c'est des montages. Voilà. Alors là, il y a une petite réforme, c'est que pour les médecins qui sont en CELAR, on leur impose de recréer un BNC. Donc on était libéral BNC, je faisais une 2035, d'accord. Je passe en CELAR, je suis gérant majoritaire, on appelle ça article 62 du CGI. Donc on a droit à 10% d'abattement sur sa rémunération de gérant, sur son salaire. Et donc là, ça saute, puisqu'on est obligé de refaire un BNC pour les gérants majoritaires de CELAR. À partir de quand? Voilà, ça démarre cette année-là. Pour les revenus 2024, oui.